Chers amis de Paix et Guerre, bonsoir. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une 84e mondoscopie. Nous sommes le 12 août 2025, j'enregistre la veille. Voilà, pour des raisons techniques. Aujourd'hui, d'abord, likez, partagez, soutenez-nous, faites tout ce que vous devez faire. Devenez membre du cercle des amis de Paix et Guerre. La prochaine clé du monde pour les membres de ce club, dont le lien est en description si vous voulez y entrer, eh bien, la prochaine clé du monde, qui sortira donc vendredi à 18h, portera sur le retrait russe du moratoire du traité sur les forces nucléaires intermédiaires, qui a quand même un certain nombre de conséquences et qui rend d'autant plus urgent la refonte de la sécurité nucléaire d'une manière générale d'ailleurs. Donc voilà, ça portera là-dessus. Alors ce soir, évidemment, je vais vous parler, pas trop longuement j'espère que je vais m'y tenir, de la grande affaire, c'est-à-dire de la rencontre entre Vladimir Poutine et Donald Trump qui doit avoir lieu en Alaska le 15, dans quelques jours, dans 3 jours. Si je parlais familièrement, comme ça m'arrive, je pourrais mettre en sous-titre « C'est du lard ou du cochon », parce qu'en fait, il est assez difficile, en tout cas au stade actuel, pour moi, et comme pour beaucoup, à vrai dire, d'analystes sérieux, de savoir exactement ce qui peut sortir de cette rencontre. Bon. Deuxièmement, je vous parlerai brièvement du traité conclu entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan il y a quelques jours. Et troisièmement, je reviendrai sur ce qui se passe à Gaza, sur la volonté de Benyamin Netanyahou, désormais officielle, de s'emparer de la totalité de la bande de Gaza, du meurtre des journalistes palestiniens, bref, mais surtout de la montée d'une réprobation de plus en plus vocale, de plus en plus lourde, de plus en plus massive dans le monde, bien sûr au niveau des populations, mais aussi au niveau des élites. Voilà, donc ce seront mes trois points de ce soir. Alors, donc, le meeting, la rencontre vendredi en Alaska. Est-ce que c'est une chance pour la paix, et on aimerait évidemment le croire, ou est-ce que c'est juste une manœuvre dilatoire de plus dans un affrontement qui a déjà des décennies et qui ne faiblit pas en fait, mais qui ne connaît que des étapes? Voilà, c'est un peu la grande question. Alors, en ce moment, il paraîtrait que le MI6 étudierait les conditions de la sécurité de Trump pendant ce sommet. Personnellement, je ne serais pas très rassurée si le MI6 s'intéressait à ma sécurité, mais bon. Du côté de Zelensky, évidemment, qui est en panique pour diverses raisons, mais surtout pour celle-ci. Il vient de réunir le chef de son renseignement militaire, Boudanov, le directeur du service de sécurité ukrainien, le général Maliouk, pour essayer de planifier des actions. Alors, pour empêcher le sommet, ça va peut-être être compliqué, pour le perturber, ou pour, en tout cas, d'une manière ou d'une autre, créer une rupture irréparable entre Moscou et Washington. Bon, on le comprend parce que l'alternative, évidemment, c'est d'obéir à ce qui va lui être dit. Il explique qu'il va rencontrer le président Trump et peut-être Poutine, mais il ne sait pas encore quand, dit-il. Voilà, mais si un accord se dessinait véritablement, ou les bases d'un accord, évidemment, il sera obligé de s'y conformer. Il faut arrêter de nous expliquer que Zelensky est un acteur autonome de ce conflit. Ça arrange évidemment les Européens et les Américains parce que ça permet de le faire agir et surtout de ne pas avancer dans la définition des bases d'un arrangement pour arrêter enfin ce bain de sang inutile. Donc, c'est très compliqué de pouvoir espérer quelque chose de sérieux qui ressorte de cette réunion.
Il y a des discussions, il y a eu des discussions, et je pense que ça se poursuit, entre le secrétaire d'État américain Rubio et son homologue russe Lavrov. Le conseiller, ça c'est intéressant, le conseiller politique de Vladimir Poutine, Ushakov, a dit récemment que les Américains avaient fait des propositions, auraient fait des propositions acceptables pour la partie russe. Bon, lesquelles? De quoi parle-t-on exactement? Si c'est vrai, c'est un véritable, c'est une nouveauté parce que jusqu'à présent, le plan Kellogg était évidemment absolument inacceptable pour les Russes et c'était du grand n'importe quoi. Bon, il faut dire que Trump, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, s'est quand même fait très largement désinformer, hein, y compris par ses propres services, qui est quand même très grave, mais bon. Alors peut-être est-ce qu'il a enfin obtenu certaines infos, les vraies, les bonnes, notamment sur les avancées russes sur le terrain, qui rendent la débâcle ukrainienne de plus en plus évidente et de plus en plus inquiétante. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que l'ultimatum est passé de 50 à 10 jours. Bon, il y a des avances au nord de Pokrovsk, où j'ai pas le temps de vous expliquer tout ce qui se passe au plan militaire. C'est vrai aussi que les menaces de sanctions, de tarifs douaniers, etc., tout ça, ça fait un peu pchit. Les Chinois comme les Indiens expliquent qu'en gros, il n'en est pas question. C'est pas à l'Amérique de leur dicter leur politique vis-à-vis de la Russie ou les relations commerciales qu'ils peuvent avoir avec la Russie, évidemment. La situation américaine économique n'est pas non plus hyper brillante, l'inflation repart, bon. Au plan militaire, la Russie est toujours en position dominante, c'est-à-dire en position de surclassement militaire, même si il y a certaines avancées dont je parlerai dans la clé du monde justement, qui laisse penser que les Américains vont peut-être pouvoir rentrer dans la course, mais à quel niveau, à quel terme, on ne sait pas. Je pense aux armes hypersoniques. Les menaces de Donald Trump qui avait expliqué qu'il avait mis 2 sous-marins, mais en fait ils sont toujours enfin c'est leur position habituelle, mais il avait mis 2 sous-marins aux portes de la Russie en réponse, en réplique aux déclarations de Medvedev un peu menaçantes. Ça aussi, ça fait un peu pchit. En revanche, les Russes ne se privent pas de rappeler leur dispositif de main morte, c'est-à-dire qu'en cas de danger véritable ou de frappe qui pourrait décapiter le leadership russe, hein, c'est-à-dire en gros le chef du Kremlin ou la tête politique de la Russie, eh bien, il y a des mécanismes qu'on appelle de main morte, c'est-à-dire qui permettent une représaille russe automatique, entre guillemets, même s'il n'y a plus personne pour la décider, si vous voulez. Donc ça doit quand même faire réfléchir les Américains au cas où ils auraient le rêve fou de profiter de la présence de Poutine sur leur sol pour éventuellement tenter une frappe un peu comme ce qui a été tenté par les Israéliens contre les Iraniens il y a quelques mois. Alors, à quoi rime cette rencontre? Du point de vue américain, on a du mal à savoir ce que veut véritablement Trump. Et en fait, toute la question, c'est comme d'habitude, quelle est sa marge de manœuvre par rapport au Deep State? Parce qu'il est évident que les fondamentaux de la politique extérieure américaine n'ont pas fondamentalement changé, précisément, que la Russie est toujours l'ennemi désigné. Et d'ailleurs, Donald Trump a signé il y a peu de temps un ordre exécutif, un executive order déclarant la Russie comme son ennemi. Bon, du point de vue russe, c'est assez clair pour moi. Pourquoi Poutine a-t-il accepté? Bien, parce que je pense que les Russes, évidemment, aimeraient aussi sans doute mettre fin à leurs opérations, même si pour l'instant ils n'ont pas d'autre choix que de les poursuivre, parce qu'ils ont compris que la victoire se gagnerait quand même sur le terrain, malgré tout. Mais malgré tout, Vladimir Poutine, il essaie toujours de parvenir à quelque chose avec les États-Unis et surtout de rentrer dans un dialogue bilatéral fort avec le président américain.
ne serait-ce que pour lui expliquer, j'allais dire sans intermédiaire, sans déclarations qui sont édulcorées ou au contraire déformées dans un sens plus grave, sur voilà, précisément les informations. Quel est l'état du problème? Quel est l'état des préoccupations russes? Pourquoi les Russes font ce qu'ils font? Pourquoi ils vont continuer à faire ce qu'ils font d'ailleurs s'il n'y a rien de nouveau du côté américain? Et si les propositions américaines de nouveau s'avéraient peu sérieuses. Voilà. Alors, est-ce que pour autant Vladimir Poutine croit au Père Noël? Je ne pense pas. Croit à la bonne foi américaine? Je ne pense pas non plus. Il sait bien que dans 3 ans, il n'y aura plus de Donald Trump de toute façon. Il sait peut-être, ou il se dit, ou il doit se dire que ce sommet est essentiellement à visée politique interne pour Donald Trump et externe au sens du faiseur de paix, etc., mais que ça n'aboutira à rien de sérieux. Bon, il se dit peut-être que même dans ce cas-là, finalement, ils n'auront qu'à poursuivre leurs opérations militaires jusqu'au Dniepr, jusqu'à Odessa. Voilà, donc la grande question, c'est toujours, voilà, dans quelle mesure Trump peut-il s'autoriser à faire quelque chose de plus utile, de plus constructif, de plus utile même du point de vue américain, strictement, parce que c'est quand même son point de vue, il n'est pas là pour faire plaisir à Vladimir Poutine. Alors, évidemment, il y a un certain nombre d'analyses qui disent, mais attention, Poutine a quand même accepté d'aller en Alaska, c'est-à-dire sur un territoire américain, j'allais dire au cœur de l'OTAN. Bon, je ne suis pas sûre que j'aurais accepté une rencontre sur le territoire de mon adversaire, mais je pense que Vladimir Poutine veut montrer qu'il n'a pas peur et que Donald Trump n'a pas l'intention non plus ni de le faire arrêter, ni de le faire assassiner pendant qu'il est chez lui, entre guillemets, et que donc la Russie joue dans la cour des grands au-dessus de tout le brouhaha européen, ukrainien, etc. Alors, c'est une posture, bien sûr, d'assurance, de sérénité, entre guillemets. C'est aussi une vulnérabilité, et c'est la vulnérabilité de Vladimir Poutine depuis qu'il est au pouvoir, hein, depuis 1999. Il veut faire partie du club, en fait, et il est prêt à beaucoup de choses pour cela. Bien sûr, sans risquer les intérêts de la Russie, ça, on sait qu'il les défend. Mais bon, il veut jouer le jeu, et il le joue jusqu'à se rendre en territoire américain pour ce sommet, alors qu'il y a quand même un mandat de la Cour pénale internationale, certes, dont les États-Unis ne sont pas signataires, mais enfin, il faut savoir aussi que, bon, et il le sait, les États-Unis sont capables de tout. Enfin, c'est toujours le même problème. Il croit toujours qu'il dirige le monde. Il croit toujours qu'il dirige le monde. Donc il y a toujours la même question qui domine des perceptions ou du réel et qui, in fine, crée la réalité. Ça, c'est un grand sujet de relations internationales contemporaines. Bon, est-ce que les États-Unis seraient capables de mettre la main sur Vladimir Poutine pendant qu'il est là, de lui faire connaître le sort d'un Saddam Hussein, d'un Kadhafi, bon, pour dire, voilà, ça y est, on a réglé le problème finalement, cette Russie récalcitrante, on l'a mise au pas de force. Il ne faut pas oublier que Trump avait quand même ordonné l'assassinat du général Soleimani en le faisant aller en Irak pour des négociations, que Israël s'est permis d'assassiner Ismaël Haniyeh à Téhéran, que Nasrallah a été le chef du Hezbollah a été assassiné à Beyrouth, que Israël a aussi assassiné le chef des négociateurs iraniens sur les pourparlers avec les États-Unis. Bon, donc la question c'est, est-ce que Poutine est naïf ? Est-ce qu'il n'est pas convaincu, et pourtant il a eu des preuves, que les néocons resteront toujours des néocons, qu'ils ne s'arrêteront jamais, qu'ils peuvent, évidemment, il y a certainement de grands malades à Washington qui rêvent de le faire, sinon assassiner, du moins mettre aux arrêts. Je pense à Lindsey Graham, mais il n'y a pas que lui. La haine de la Russie est de toute façon telle
c'était, voilà, il y a des gens comme ça, il y a des courants comme ça. La Russie fait dérailler les rêves d'hégémonisme américain. Voilà, tout simplement. En plus, c'est un fiasco, l'Ukraine, cette fureur anti-russe, si vous voulez, est quand même gigantesque. Bon, je pense pour ma part que Trump ne serait pas assez fou pour laisser faire cela, ou encore pire, pour le souhaiter. Mais bon, voilà, on en parle beaucoup parmi les analystes. Bon, c'est évident que si ça arrivait, si ce genre de folie était mis en œuvre, bah là, c'est très probablement la Troisième Guerre mondiale qui débute. Je ne pense pas que les gens qui entourent Poutine, et certainement a-t-il prévu d'ailleurs ceux qui pourraient le remplacer en cas d'empêchement, quel qu'il soit, puissent faire autre chose que de réagir très gravement. Bon. Alors, ceci dit, la date n'est quand même pas innocente. Le 15 août, c'est la date à laquelle l'empereur japonais Hirohito avait signé la capitulation du Japon, hein, dans la Deuxième Guerre mondiale. Bon. Voilà, c'est un scénario apocalyptique, la saisie ou l'assassinat d'un Poutine. En revanche, on ne peut pas exclure le fait que toute cette histoire de sommet ne soit qu'un prétexte, qu'une mascarade. Alors, soit à une attaque massive, effectivement, sur la Russie, comme celle qui a été tentée contre l'Iran en plein processus de négociation il y a quelques mois seulement, hein, il faut s'en souvenir, ou bien l'occasion de lancer des opérations, d'ouvrir un nouveau front contre la Russie, pourquoi pas en Moldavie par exemple, ou bien l'occasion, je ne sais pas moi, d'une opération sous faux drapeau qui pourrait justifier d'un seul coup une escalade, une rigidité, une fin du dialogue. Ce qui est certain, c'est que les États-Unis ont commencé à comprendre qu'ils n'étaient plus du tout en position d'hégémonie, ni militaire, ni technologique, et que finalement, qu'est-ce qui leur reste? La traîtrise, la duperie, il n'y a que ça pour espérer reprendre l'avantage, à mesure où c'est l'avantage décisif qu'ils souhaitent reprendre. Voilà, je pense que du côté russe, on est quand même très très conscient de la duplicité structurelle américaine. L'exemple iranien malheureux est encore tout frais, si j'ose dire. Alors, au plan du contenu, qu'est-ce qui va se discuter? L'Ukraine dit qu'elle pourrait se préparer à des concessions territoriales, mais en même temps, elle continue à dire, enfin, elle dit tout et son contraire, si vous voulez. Elle dit que les territoires ukrainiens doivent rester ukrainiens. Bon, ben ça n'arrivera pas. Hein, voilà, donc tant qu'ils disent ça, bon. Il continue à demander, Zelensky, des garanties de sécurité à Washington, et ça, c'est à mon avis une partie du risque, c'est-à-dire si Trump est assez fou pour accepter cela ou pour se le faire imposer, alors même si un cessez-le-feu était obtenu, c'est-à-dire même si les exigences russes étaient acceptées là, en Alaska, et que les Russes qui ont dit désormais, qui ont réduit leurs prétentions, qui ont dit qu'il peut y avoir un cessez-le-feu immédiat à deux conditions, pas d'Ukraine dans l'OTAN ad vitam aeternam, et les forces ukrainiennes se retirent des 4 oblasts. Bon, imaginons que Zelensky soit contraint d'accepter cela sous pression américaine, mais en échange de garanties de sécurité. Voilà, que cherchent aussi les Britanniques, qu'on continue à essayer de faire accepter à Donald Trump. Bon, eh ben, on peut parier que le cessez-le-feu sera très rapidement rompu, certainement sous false flag, sous attaque, à l'occasion d'une attaque sous faux drapeau, afin de provoquer
l'entrée en guerre des États-Unis aux côtés de l'Ukraine, directement, des soldats américains, bon bref. Donc ça, il ne faut pas exclure que les Ukrainiens pensent à ça et que les Européens pensent à ça aussi. Les Européens qui sont par ailleurs totalement exclus naturellement de cette rencontre. Voilà, Zelensky dit qu'il va peut-être rencontrer Poutine ou Trump après, il ne sait pas, quand, bon bref. Mais ce qui semble probable, c'est que Poutine sait tout ça, sait les risques, mais qu'il joue le jeu et il joue le coup au mieux. Donc il accepte la rencontre, peut-être dans l'idée d'aider Trump à se sortir de ce bourbier ukrainien. Trump qui veut quand même avant tout une victoire d'image, au plan interne et au plan mondial. Il veut certainement le prix Nobel de la paix, c'est à mourir de rire, mais il le veut. Avec ce qui se passe à Gaza, c'est à mourir de rire, mais enfin bon. Donc, chacun fait finalement semblant de croire qu'on peut aboutir à quelque chose. Et il y a peut-être une sorte si vous voulez, d'alliance tactique, de convergence tactique d'intérêts entre Poutine et Trump. Chacun pour des raisons différentes, ont peut-être intérêt à faire advenir cette rencontre, à montrer qu'ils cherchent à obtenir quelque chose et peut-être à amorcer quelque chose d'un peu sérieux. Mais bon, je suis moi aussi extrêmement prudente, extrêmement circonspecte. Pour pouvoir débrancher Zelensky, débrancher aussi les Européens, ou bien pour s'entendre aussi sur des questions plus graves encore, c'est-à-dire la sécurité nucléaire, l'avenir du traité sur les forces nucléaires intermédiaires, l'architecture de sécurité européenne à laquelle Vladimir Poutine est très attaché. Elle est en morceaux, donc il faut tout reconstruire, il faut tout recréer. Les Européens, ils n'y comprennent rien. À vrai dire, ils n'ont pas compris quels étaient leurs intérêts de sécurité. Bon, ils croient pouvoir continuer à taper la Russie et à s'imaginer que ça va porter ses fruits. Voilà, est-ce que Vladimir Poutine joue aux échecs? Bon, il sait qu'il doit préparer la suite, il sait qu'il doit quand même engranger aussi, gagner du temps pour que ses opérations militaires, pour l'instant, puissent se poursuivre. Et les forces russes avancent, j'allais dire, de plus en plus vite, hein, notamment du côté de Pokrovsk. Et Trump, lui, il veut geler le conflit puisqu'il sait qu'il est en position de faiblesse au plan militaire, qu'il n'y a plus d'armes, hein, même si les Européens vont lui en acheter, mais il faut encore les produire. Donc voilà, peut-être qu'ils vont essayer de faire sortir quelque chose de cela qui soit à leur avantage à tous les deux, ou bien juste un sommet pour rien, avec rien, et proposer des choses de nouveau pas acceptables, inacceptables pour la Russie, avoir un prétexte pour quitter le jeu, avoir un prétexte pour imposer des sanctions ou des menaces, avoir un prétexte pour finalement laisser faire le deep state et ses obsessions bellicistes et l'escalade. Bon, là Trump vient de dire mais je ne suis pas là pour plaisanter avec Poutine, je vais lui dire qu'il doit mettre fin au conflit, absolument. Voilà, je pense que Vladimir Poutine a surtout des objectifs plus larges en fait peut-être que ce qui se passe en Ukraine à proprement parler, architecture de sécurité, question nucléaire, question d'équilibre des forces nucléaires avec les États-Unis et l'OTAN, et puis bien sûr tous les accords qui sont déjà en négociation depuis longtemps avec les Américains sur un fonds commun, sur une coopération énergétique qui se fera naturellement au détriment des Européens parce qu'en fait ce sont des compagnies américaines qui récupéreraient le gaz russe et qui le revendraient bien sûr beaucoup plus cher aux Européens. Enfin bon bref, on s'est fait rouler dans la farine, dans les grandes largeurs, mais enfin on a l'air d'aimer ça, donc voilà. Donc,
quand on écoute, et c'est ce que je fais beaucoup, les analystes les plus sérieux, hein, c'est-à-dire les deux grands réalistes américains que sont Jeffrey Sachs et John Mearsheimer, quand on écoute des experts anciens du Rance, des Marines comme Berletich, comme Ritter, quand on écoute Alistair Crock, un ancien du MI6 et aussi diplomate, enfin en Angleterre ça va ensemble, quand on écoute l'ancien de la CIA, Larry Johnson, ils sont tous très très prudents. Ils rappellent que la politique américaine est toujours la même, n'a pas varié, il y a des fondamentaux, et que ça, Trump les assume la continuité d'une certaine façon par rapport à son prédécesseur et au précédent de cette politique étrangère américaine. Et cette politique étrangère américaine, elle considère que la Russie est un ennemi, un État qu'il s'agit d'affaiblir. Bon. Voilà. En même temps, Donald Trump a des intérêts politiques plus immédiats, des intérêts d'image, des intérêts... voilà, il veut se montrer le faiseur de paix. Il explique que c'est lui qui a fait la paix entre l'Inde et le Pakistan, entre le Cambodge et la Thaïlande, entre... bon, voilà. J'ai beaucoup de mal, moi, à mesurer, à pondérer ces différentes motivations, si vous voulez, et surtout l'emprise qu'a encore l'establishment sécuritaire américain, ce qu'on appelle le Deep State, hein, pour faire court. Voilà. Donc on va voir. Est-ce que c'est du flan ou est-ce que c'est... Enfin, du flan, je ne devrais pas parler comme ça. Est-ce que c'est juste une partie du théâtre américain, comme il le mène ailleurs avec l'Iran, comme il le mène sur beaucoup de sujets? Est-ce qu'on est toujours dans le grand échiquier de Zbigniew Brzezinski, 1996? Est-ce que la politique américaine vis-à-vis de la Russie peut enfin changer? Ou est-ce qu'on est juste en train de geler le conflit parce que pour l'instant, on n'a pas le choix et qu'il faut donc faire des concessions immédiates? Bon. Voilà où on en est. La question, après tout, c'est quand même celle des territoires, même si la guerre menée par la Russie en Ukraine n'est pas une guerre de territoire, mais là, elle l'est devenue, puisque ces 4 oblasts, je le rappelle, Donetsk, Louhansk, Zaporijia et Kherson, pardon, dans le désordre, sont désormais formellement dans la Fédération de Russie. Donc même si, c'est là qu'il ne faut pas se tromper, qu'il ne faut pas faire semblant de croire que la Russie pourrait accepter de ne conserver, par exemple, que Donetsk et Louhansk, hein, et de se retirer de Kherson et Zaporijia. Ça, je pense que là c'est du fantasme pur. Si c'est ça que les Américains ont en tête, ils vont trouver un os. Parce que même si Poutine l'acceptait ou le jugeait utile ou habile, il ne peut pas. Ces oblasts sont formellement dans la Fédération de Russie, c'est-à-dire constitutionnellement, il s'est lié les mains lui-même. Voilà. Tout ça pour dire que cette rencontre, il ne faut pas entretenir de faux espoirs. Je ne pense pas que Washington ait l'intention de faire la paix, une vraie paix, grande, intelligente, structurante, utile pour le monde entier, avec Moscou. Je pense que, j'espère que ce ne sera pas simplement un Minsk 3.0 ou la deuxième partie de ce qui s'est passé en Iran, si vous voulez. Voilà. Parce qu'il est certain que pour l'instant, les Américains ne montrent pas un grand intérêt dans ce qui s'appelle la diplomatie. Hein, ils se servent surtout de leur proxy, ils se servent surtout, ils pratiquent surtout les assassinats, le terrorisme, éventuellement des opérations de forces vives, des false flags sans arrêt, il y en a tellement que c'est même plus la peine de les lister. Quant à l'Europe et l'Ukraine, ça reste des proxys américains. Donc c'est vrai qu'on peut penser qu'ils sabotent la paix par rapport aux déclarations initiales de Trump, mais
ils ne le font pas de leur propre autorité, parce qu'ils sont en fait les succédanés, les bras, peu armés, mais les bras, précisément du deep state américain. Donc ils jouent leur partition. Ils sont les dindons de la farce en double crème, si vous voulez. Ils se prennent la Russie frontalement, je parle des Européens, et l'Ukraine naturellement, et en plus ils vont devoir acheter des armes américaines au lieu de produire les leurs pour remplir les stocks américains, bon, même si ça va prendre des années. Donc, n'oublions pas enfin qu'au moment où on parle et au moment où se profile ce sommet, l'Ukraine est toujours armée par les États-Unis, certes moins qu'avant, mais toujours. Les généraux américains sont toujours tout en haut de la chaîne de commandement des forces armées ukrainiennes et les services britanniques et américains travaillent en constante et étroite collaboration avec leurs homologues ukrainiens. Donc voilà, il ne faut pas non plus se payer de mots et s'imaginer que tout va se résoudre vendredi en Alaska, si vous voulez. Il est aussi possible que les États-Unis soient dans une posture où ils disent mais on essaie de faire la paix avec la Russie, et puis pendant ce temps, l'Europe envoie des forces en Ukraine. D'ailleurs, le secrétaire d'État à la Défense américain, Pete Hegseth, leur avait dit de faire ça en février dernier. Donc, on est à l'abri de rien. Voilà, on est à l'abri de rien. Il faut aussi savoir que toutes les opérations qui sont lancées ne se décident pas la veille. Elles sont planifiées. Par exemple, ce qu'a fait Israël, c'est planifié bien avant, évidemment, le lancement des opérations, ou même une semaine ou 15 jours avant. Tout ça est planifié. Et le soutien américain qui a été porté aussi l'était. Voilà. Donc, d'ailleurs, il y a un journaliste russe qui a posé la question à Poutine en lui disant mais vous savez que les Américains parlent de tuer le guide suprême iranien, qu'en pensez-vous? Quelle serait votre réaction à un tel assassinat? Et là, Poutine a esquivé la question, a dit je préfère ne même pas imaginer ce scénario. Voilà, ce qui est assez clair en fait, c'est une réponse. C'est une réponse par défaut, mais c'est une réponse qui laisse penser que de tels agissements américains pourraient avoir des conséquences absolument terrifiantes pour un certain nombre de pays. Bref, donc on peut attendre le pire et aussi peut-être le meilleur. D'abord parce que Trump et Poutine, quand ils se rencontrent, ils se sont quand même déjà rencontrés, je crois, au moins 2 fois ou 3 fois, ça se passe à peu près bien. Voilà, Trump, c'est un grand narcisse. Il veut être aimé, il veut être compris. Il n'est pas forcément dans des rencontres privées. Il n'est pas forcément dans l'insulte ou dans le bullying, enfin le harcèlement, si vous voulez. Comme il peut l'être dans ses tweets dingues, délirants, qu'il empile. Et c'est peut-être pour ça aussi que Vladimir Poutine n'a pas peur et a envie de lui parler en face à face. Parce que, en plus, Poutine a l'avantage, évidemment, puisque l'offensive militaire se fait à son avantage pour l'instant, sur le terrain, très largement. L'Ukraine est incapable de faire quoi que ce soit, hein, et ne va pas l'être plus dans 6 mois. L'économie russe, elle est quand même sous contrôle. On dit même que l'inflation pourrait baisser très sensiblement d'ici la fin de l'année. Les BRICS avancent, et ça c'est un véritable projet viable, avec l'Inde, le Brésil, qui sont clairement, et bien sûr la Chine, qui sont clairement en train de mettre en œuvre des mécanismes financiers pour pouvoir ne pas trop subir d'éventuelles mesures douanières américaines. La popularité de Poutine en Russie, je pense que beaucoup de nos chefs d'État européens aimeraient bien avoir la même. Voilà, donc Poutine est en position de force, Trump il a besoin d'une victoire,
Mais peut-être que Poutine peut avoir intérêt à l'aider. Voilà, c'est ça que je veux dire. Après, est-ce qu'il va oser aussi le faire? Est-ce que il est quand même aussi sous contrôle d'un certain nombre de forces financières, de fonds, bien sûr du complexe militaro-industriel. Et tous ces gens-là, ils ne veulent pas la paix. Hein, faut quand même être clair, ils ne veulent surtout pas la paix, ils veulent continuer à dominer, ils veulent continuer à pomper les ressources de la planète, les ressources naturelles, ils veulent continuer à entrer dans la spirale de la concentration capitalistique, si vous voulez. Ils veulent continuer à prendre des marchés et ils veulent continuer, bien sûr, à affaiblir la Russie. Bon, donc voilà, on peut aussi espérer, et ça ce serait d'une certaine manière un accord assez froid et cynique, mais qui peut-être pourrait mettre un terme au bain de sang, un accord de partage finalement entre la Russie et les États-Unis, partage de l'Ukraine en zone d'influence si vous voulez. Évidemment, ça exclut l'Europe, y compris le Royaume-Uni. De toute façon, ils ne font pas partie des process de négociation. Les Anglais, ben, ils se retireront avec tous les ultranationalistes ukrainiens, ils se débrouilleront avec eux. Nous, ben, on achètera notre gaz, comme je l'ai dit, beaucoup plus cher. Ce sera toujours du gaz russe, mais rebrandé américain. Et puis, ben, tous les Azov et compagnie iront se recycler en Pologne et en Roumanie. Bon, voilà, c'est pas du tout exclu qu'on ait une forme de partage, d'influence qui se mette en œuvre avec cette rencontre, si elle se déroule bien, entre guillemets, entre les deux présidents, avec bah, tout ce qui est déjà en germe, hein, c'est-à-dire le deal sur les investissements, les deals sur les infrastructures, peut-être une levée de certaines sanctions, une restauration des propriétés diplomatiques et des accréditations respectives, et pourquoi pas même travailler sur les 300 milliards d'assets, d'actifs russes saisis. Voilà, bon, on verra. On verra. Je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant. C'est vendredi. On en saura évidemment plus après. Et en tout cas, on pourra tirer quelques conclusions de cette première rencontre. Peut-être que Poutine pourrait proposer une autre rencontre pour gérer, j'allais dire, pour discuter des affaires du monde, pour poursuivre la conversation. Au-delà du terrible problème de l'Ukraine, mais qui n'est qu'une manifestation d'une relation dysfonctionnelle, d'une relation souffrante, d'une relation voilà, extrêmement endommagée entre la Russie et les États-Unis à ce stade. Bon. Voilà où nous en sommes. Et puis il y a aussi, oui, il y a aussi les routes arctiques. Poutine avait cette idée d'une route entre la Russie et l'Alaska, justement, une route ferroviaire, enfin un tunnel ferroviaire, si vous voulez, et puis aussi une coopération économique entre les grandes puissances en Arctique. Ça aussi, c'est un sujet qui n'est pas abordé, qui n'est pas traité, où on n'informe pas les populations. Mais enfin, tout ça est en cours. Donc, si vous voulez, il y a un focus permanent sur l'Ukraine, que va devenir l'Ukraine, que fait l'Ukraine, que peut pas faire l'Ukraine, que veut l'Ukraine, que ne veut pas l'Ukraine. Mais derrière tout ça, il y a beaucoup d'autres enjeux dont il faut discuter si on veut faire quelque chose d'intelligent. Encore une fois, il ne s'agit pas de s'embrasser sur la bouche. Voilà. Et si c'était ça, évidemment, bon, bah, Poutine poursuivra les opérations. De toute façon, il est probable que les opérations militaires russes vont se poursuivre, en tout cas à court et peut-être à moyen terme.
Euh, on verra, on verra. Bon, en tout cas, les Européens, eux, ils continuent à se suicider. Hein, c'est vraiment de l'autodestruction. Ils se sont coupés de la Russie, ils ne lui parlent même plus, ils ne veulent plus lui parler. La Chine, je trouve que durant les visites diplomatiques, c'est quand même extrêmement froid et extrêmement insultant aussi, parce que Van der Leyen qui donne des conseils et voire même quasiment des ordres à la Chine vis-à-vis de la Russie. Enfin, je veux dire, c'est lunaire, quoi. L'attitude des dirigeants européens vis-à-vis aussi bien de la Chine que de la Russie est lunaire. Bon, sachant que tous ces leaders sont quand même des leaders qui ont une popularité faiblissante. Les peuples européens ne veulent pas d'une guerre avec la Russie, ne veulent pas être entraînés dans une guerre avec la Russie. Et les taux de popularité de nos leaders, que ce soit en France, en Allemagne, au Royaume-Uni, sont quand même extrêmement faibles. Donc au bout d'un moment, on se demande, mais pourquoi tout cela continue? Pourquoi tous ces leaders veulent-ils absolument poursuivre cette posture hostile, belligène, inutile, contre-productive face à Moscou, au lieu d'essayer de trouver les voies d'un apaisement? Voilà, c'est juste, c'est même plus de la bouderie, c'est pire que de la bouderie. Et puis bien sûr, toujours cette posture de vassalisation admise vis-à-vis des États-Unis, même quand Trump les méprise quand même publiquement, les humilie publiquement. Bon, voilà, plus au prochain rendez-vous si j'ose dire. Alors deuxièmement, l'accord arméno-azerbaïdjanais. Le 8 août dernier, donc à Washington, Donald Trump a accueilli le Premier ministre arménien Nikol Pachinian et son homologue azerbaïdjanais Ilham Aliyev pour une déclaration de paix conjointe. Bon, les engagements clés, donc engagement réciproque à promouvoir des relations bilatérales pacifiques, une coopération à long terme, une reconnaissance mutuelle de l'intégrité territoriale de l'un et de l'autre, un corridor stratégique qui porte un nom qu'on appelle TRIP, donc Trump Route for International Peace and Prosperity, c'est beau comme l'antique. Au cœur de l'accord, un corridor de transit exclusif de 99 ans sous contrôle américain, ça c'est très important, traversant le sud de l'Arménie pour relier l'Azerbaïdjan à l'enclave du Nakhichevan. Il y avait l'Arménie entre, il faut que vous regardiez une carte, et ça c'était une revendication centrale d'Aliyev. Des opportunités économiques régionales, notamment en matière d'énergie, notamment bien sûr en matière de sécurité, mais là c'est plutôt à l'avantage des États-Unis, une coopération stratégique avec les États-Unis. Bon, géopolitiquement, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, ce que vient de faire Pachinian, c'est une rupture importante avec la traditionnelle influence russe et iranienne, mais surtout russe, parce que là, cet accord est un rejet, en fait, de la médiation de la Russie, qui est une vieille médiation et que Moscou menait entre Bakou et Yerevan depuis longtemps. Donc il y a un désalignement de l'Arménie vis-à-vis de la Russie. L'Iran est prudent, il s'est félicité de l'accord de paix, mais il a dit qu'il fallait quand même, était quand même préoccupé des conséquences d'une intervention étrangère. Il fait sans doute allusion à la sécurité du corridor, n'est-ce pas, garantie par les États-Unis. Ce qui est sûr, c'est que cet accord, pour l'instant, renforce la position stratégique des États-Unis. Alors, l'Arménie n'est pas une préoccupation pour les Américains, c'est juste que l'Arménie est en train de devenir un nouveau proxy américain contre la Russie dans le Caucase. Voilà, c'est tout. Et c'est le fruit d'un rapport de force où l'Azerbaïdjan l'emporte de manière assez claire. C'est un grand gagnant. L'Arménie, elle fait des concessions majeures. Je ne sais pas comment politiquement Pachinian va se sortir de ce retournement de veste radical. Alors, le TRIP, là aussi,
c'est un, comment dirais-je, une réponse, à ce que font la Russie et la Chine à travers les routes de la soie et toute l'interconnectivité régionale et aussi toute l'influence régionale russe d'ailleurs. Donc là, il y a une nouvelle connectivité sous contrôle américain qui confirme une prise d'ascendant régional, si vous voulez, par Bakou et les Turcs, bien sûr. L'Azerbaïdjan devient un pivot vraiment énergétique, assez central, énergétique et commercial bien sûr, mais là il va falloir, Bakou va avoir quand même à repenser ses relations avec la Russie et avec la Chine. Donc tout ça va être à suivre. C'est quand même une capitulation arménienne au profit de Bakou. C'est quand même l'entrée de l'Arménie sous la coupe américaine et turco-azerbaïdjanaise. Et puis, bien sûr, il va falloir que les investissements suivent dans les infrastructures, dans l'énergie. Il va falloir surveiller tout ça. Est-ce que ça va être une coopération équitable dont l'Arménie va pouvoir quand même tirer un peu profit? Comment la Russie va réagir? Voilà, on peut aussi penser que c'est une morcellisation, en fait, une palestinisation de l'Arménie, si vous voulez, qui devient une base, une enclave pour les États-Unis contre la Russie, pour la Turquie et l'Azerbaïdjan, d'une certaine façon. Voilà, c'est assez inquiétant parce qu'on peut penser que l'Arménie pourrait aussi connaître le sort soit de la Moldavie, soit de l'Ukraine et n'être qu'un simple proxy. Voilà. 3. Gaza. Alors, il se passe toujours à Gaza ce qui se passe. Je ne sais même plus comment le dire, le nommer, en parler. Mais il se passe aussi un réveil vraiment de plus en plus puissant de la conscience mondiale, au-delà des manifestations monstres, pas seulement étudiantes d'ailleurs, de gens ordinaires et de beaucoup de juifs d'ailleurs dans le monde, qui sont contre la politique menée à Gaza par Israël. Netanyahou a annoncé donc sa volonté de reprendre le contrôle total de l'enclave. J'ai évoqué brièvement la semaine dernière dans la Mondoscopie la lettre de 600, de la crème quand même, de l'establishment israélien sécuritaire, donc renseignement, armée, politique, voilà, qui ont fait une lettre ouverte à Trump en disant qu'il fallait arrêter Netanyahou parce que ça n'était pas dans l'intérêt d'Israël. Il y a la lettre ouverte de l'ancien ministre de la Défense néerlandais, Joris Voorhoeve, qui rééquilibre heureusement les positions de son compatriote Mark Rutte, qui est secrétaire général de l'OTAN. Là, on se dit, il y a quand même un Néerlandais qui n'est pas un simple vassal américain, parce que les Pays-Bas sont quand même un des pays de l'OTAN les plus soumis, et qui explique que l'ONU peut mettre fin au siège de Gaza si elle ose, et même avec un veto américain. Donc, il est aussi professeur de relations internationales. Donc, il affirme que le monde a une voie légale pour agir, mais il faut oser l'utiliser. Et donc, ce serait le Conseil de sécurité qui proposerait de placer Gaza sous la protection de l'ONU, sous l'autorité et la protection de l'ONU. On peut imaginer que les États-Unis opposent leur veto immédiatement à une telle proposition du Conseil de sécurité. Et alors, l'Assemblée générale de l'ONU invoquerait la résolution qui s'appelle « S'unir pour la paix », il y a eu un précédent en 1950 au moment de la Corée, qui permettrait de contourner le veto d'un membre permanent du Conseil de sécurité avec une majorité des 2/3. Donc, troisième étape, les États membres de l'ONU en fait prennent le relais
c'est ça le mécanisme, prennent le relais du Conseil de sécurité, commencent à livrer de la nourriture et des médicaments via l'Égypte, via la côte de Gaza, même en cas de blocage. Il y aurait certainement une confrontation avec les forces israéliennes si Israël résiste à cela, ce qui est probable. Mais ça pourrait peut-être hâter aussi un changement politique en Israël. Donc voilà, c'est l'Assemblée générale en fait des Nations Unies peut proposer des mesures collectives, y compris si nécessaire le recours à la force armée pour mettre fin à une agression ou rétablir la paix. Ça, c'est le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. Voilà, il y a quand même encore 2 millions de personnes à Gaza qui peuvent être sauvées, mais il faut oser, il faut oser. Et puis, voilà, c'est du droit international, là, pour le coup. C'est pas de la théorie, c'est très simple. Mais comme dit Joris Voreve, est-ce que les États membres de l'ONU auront le courage d'agir? Bon, il est lui-même assez prudent, enfin, il en doute, parce que ça demanderait du leadership éthique, si vous voulez, pour mettre fin à cette famine terrifiante. Voilà, c'est l'idée d'une intervention militaire fait son chemin. Ça pourrait être aussi le président de l'autorité palestinienne, mais il a une autorité lui-même, Mahmoud Abbas, très contestée, très faible, très affaiblie, précisément par la manière dont le Hamas a été mis en selle et entretenu à Gaza pendant des années, avec là aussi une convergence tactique d'intérêts, pour dire le moins, avec Benjamin Netanyahou et les gouvernements qu'il a pu diriger. Mais en tout cas, voilà, on pourrait imaginer cette intervention. Et le troisième point, eh bien, c'est la lettre de Jeffrey Sachs, que j'aime beaucoup, qui est donc cet expert, mais aussi professeur, et qui est un des grands réalistes américains et un des grands courageux aussi américains. Et lui, il vient d'écrire une lettre ouverte au ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Sa'ar, qui en gros explique que la survie la plus grande menace pour Israël, c'est pas l'Iran, c'est pas les Palestiniens, c'est pas les pays arabes, c'est les politiques menées par le gouvernement actuel extrémiste d'Israël. Donc cette lettre est très intéressante, je la mets en description de la mondoscopie de ce jour. Voilà, je pense que c'est important que l'on comprenne, que l'on prenne la mesure quand même du réflexe de conscience humaine qui est en train de se structurer, qui j'espère ne va pas retomber comme un grand soufflet. Il est certain que les États-Unis et Donald Trump en particulier ne sont évidemment pas du tout de ce bord-là et que Trump laisse faire tout simplement Benjamin Netanyahou dans la bande de Gaza et en Cisjordanie. C'est peut-être là que le prix Nobel de la paix serait tout de même difficile à obtenir. Voilà, écoutez, je termine là-dessus. Lisez cette lettre et renseignez-vous sur ce qui se passe. Il y a quand même beaucoup de gens qui sont des voix importantes, qui sont des gens qui réfléchissent, et énormément de juifs surtout, qui refusent cette confusion délibérée entre le judaïsme et le sionisme politique tel qu'il est pratiqué actuellement, en tout cas par le gouvernement de l'État d'Israël, dirigé par Benjamin Netanyahou. Voilà ce que je peux dire. Je vous remercie de votre attention. Je vous demande de liker, de partager cette vidéo si elle vous a intéressé, de me rejoindre au cercle des amis de paix et guerre, et de nous soutenir, voilà, dans toute la mesure possible de vos moyens et de votre volonté naturellement. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous remercie de votre attention. Au revoir, chers amis.